Bienvenue dans la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, les commissaires aux comptes partenaires du monde associatif, l'INES recrute sa deuxième promotion de start-up et enfin la fraude en matière de paiement. Et pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Olivier, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, pour parler des commissaires aux comptes dans le secteur associatif. Yannick, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, vous avez organisé votre journée nationale consacrée aux associations et cette année, crise oblige, c'était en visioconférence. Quel bilan faites-vous de cette journée ? Alors oui, effectivement, ce moment qui est un moment qui revient chaque année, mais qui cette année avait une organisation un peu particulière, puisque compte tenu des contextes sanitaires, on n'a pas pu se réunir comme on le fait habituellement, où on est souvent autour de 1000 professionnels qu'on arrive à mobiliser. Alors on l'a mis en place de manière distancielle avec en fait 3 moments, puisque c'était sur 3 journées différentes, avec comme d'habitude des aspects à la fois politiques, et des aspects donc de fond, de réflexion sur les enjeux structurels du secteur associatif et des aspects techniques, puisqu'il y avait une grosse actualité technique. Alors, on est très ravis parce que bien que nous soyons dans une dynamique plus de distancielle, on a eu presque près de 1000 connexions sur ces 3 jours. Donc là aussi, encore une belle mobilisation des professionnels. Alors, il est vrai que le secteur associatif est toujours et de plus en plus un secteur dans lequel les commissaires aux comptes s'investissent, sont de plus en plus concernés. Il est très large, il va du monde social au monde sportif en passant par énormément de sujets au niveau sociétal que porte l'économie sociale et solidaire. Alors nous avions 2 moments quand même importants. Le premier, c'était la présence de notre ministre, Sarah El Haïry, qui nous a permis, je dirais, d'avoir un échange, puisqu'on a eu une longue discussion. Elle nous a aussi envoyé un message très positif. Il est vrai que depuis de nombreuses années, les commissaires aux comptes sont beaucoup investis dans ce secteur, qu'ils ont participé à la démarche de progrès de ce secteur-là, dans un secteur qui est de plus en plus en attente, parce que les parties prenantes sont de plus en plus en attente d'un certain nombre de sécurisations, les donateurs comme les subventionneurs. Et donc, nous a remerciés pour le travail que nous avions accompli, la dynamique et notre réactivité. Donc, ça, c'était un point très positif. Et donc, on a pu vraiment discuter des grands enjeux du moment dans le secteur associatif. Et un autre moment, là, plus technique, puisque c'était la mise en place du nouveau règlement ANC dans le monde associatif qui, je dirais, chamboule énormément de sujets. Et soulève beaucoup de questions. Et soulève beaucoup de questions. C'était l'occasion pour nous d'ailleurs de présenter un certain nombre de prises de position qui vont permettre aux professionnels comme aux associations de pouvoir un petit peu clarifier la façon dont ils vont pouvoir présenter leurs comptes en cette année 2021 sur les comptes 2020. Alors, quelle est l'importance du secteur associatif, même si vous l'avez évoqué un petit peu, pour les commissaires aux comptes ? Alors, l'importance, elle est très forte, parce que c'est plus de 10% du nombre de mandats global. En gros, on tourne autour, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois de quasiment presque 30 000 mandats aujourd'hui dans le monde associatif, ce qui est assez significatif. La raison, c'est qu'il y a de plus en plus de grosses structures associatives, donc elles dépassent les seuils classiques. Et l'autre raison, c'est qu'il y a aussi d'autres éléments qui déclenchent la nécessité de la présence d'un commissaire aux comptes, qui sont la présence de subventions et le fait que la structure bénéficie de dons. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que le secteur associatif est en fait un domaine dans lequel nous sommes depuis très longtemps et de plus en plus sollicités et de plus en plus présents, avec, au-delà de notre présence en tant que telle, un domaine dans lequel la technicité, les enjeux que j'évoquais tout à l'heure d'information financière et extra-financière sont de plus en plus importants. Donc, de plus en plus de demandes de pouvoir justement appuyer leur information d'une certification ou d'attestation qui leur permettent de rassurer leurs subventionneurs par rapport au bon usage des fonds, mais aussi rassurer leurs donateurs par rapport à la façon dont ils ont non seulement utiliser les fonds, mais aussi l'efficacité des fonds. On a eu un gros débat autour de ça. C'est vrai que ça évolue de plus en plus et légitimement, les donateurs sont de plus en plus friands d'informations. Et donc, forcément, les associations doivent donner de l'information, qu'elles comprennent l'enjeu de dire oui, c'est bien de faire certifier ces comptes, mais en plus, on sent bien que tout ce qu'il y a en annexe d'information de ces comptes, et donc le fait que ça soit certifié par un commissaire aux comptes, ça donne aussi beaucoup plus de poids vis-à-vis des parties prenantes qui les observent et qui s'interrogent, ou en tout cas se posent maintenant de plus en plus de questions avant de faire le choix de donner ou de subventionner. Et ce besoin peut-être s'est accru avec la crise Alors ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que, non, la crise, elle a été l'occasion aussi pour nous de redire et de redéfendre un peu les intérêts du secteur associatif. Dans un premier temps, il faut reconnaître que les dispositifs, et la ministre l'a reconnu, étaient essentiellement centrés sur le monde, on va dire, lucratif des entreprises. Or,
nous, parmi d'autres, mais on a été aussi parmi ceux qui ont exprimé que le secteur associatif est un secteur avec des activités économiques fortes. Souvent, ce sont des structures employeuses avec beaucoup de salariés et qu'elles étaient aussi touchées de plein fouet par les enjeux de cette crise économique. Et donc, on a participé, je dirais, à acculturer l'ensemble des pouvoirs publics sur les enjeux qu'il peut y avoir au sein du secteur associatif, qui a... Alors, nous ne sommes pas responsables de ça, mais on a participé à la dynamique d'ensemble pour faire qu'en cette période de crise, les commissaires aux comptes aussi participent à l'alerte et disant attention, il y a un vrai enjeu. Et d'ailleurs, dans un second temps, ils ont pu aussi bénéficier d'un certain nombre d'aides et d'avantages, au même titre que le secteur privé locatif pur, pour pouvoir avancer. Donc la crise, oui, elle a aussi été un moment, mais je dirais, à l'instar de ce qui s'est passé dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que les associations ont vu à quel point... on a initié le dialogue, on s'est posé des questions avec eux, on les a alertés. Une remise en question, une réflexion qui serait engagée. Surtout, ils s'interrogeaient qu'est-ce qu'on va devenir, comment il faut faire, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, etc. Donc là aussi, on a un rôle, nous, bien évidemment, non pas de conseil, encore une fois, mais forcément, ils nous interrogent en disant, mais attendez, nos comptes 2020, qu'est-ce qui va se passer, comment on va les aborder? Donc, on a pu quand même les sensibiliser, les rassurer, aussi les orienter vers les bons conseils ou vers les bons dispositifs pour qu'ils puissent mettre en œuvre les actions qui allaient bien. Dans cette période de crise, je crois que ce qui était essentiel, c'est la solidarité. Alors, on parle dans le secteur associatif, mais de manière générale. Et donc, nos rôles des professions réglementées au sens large, les professionnels du chiffre que sont les experts comptables, et nous, en tant que commissaires aux comptes, ensemble, on a été au plus près des associations qui, comme les entreprises, ont été très très inquiètes pendant un temps, restent très inquiètes, et je crois ont apprécié le fait qu'on soit à leur chevet et qu'on puisse être réactifs par rapport à leurs interrogations, leurs inquiétudes, parce que dans quand même la multitude de dispositifs d'aide, il faut s'y retrouver, et donc c'était important qu'on soit là pour les accompagner, et puis aussi pour certains les alerter par rapport à un certain nombre de difficultés, et donc leur dire voilà les jalons à suivre. Donc il y avait un enjeu important à ce niveau-là. Pour conclure, quelles sont les perspectives à venir dans ce secteur ? Alors, les perspectives à venir, elles sont nombreuses. Alors, déjà, il y en a une d'actualité, puisque vous savez qu'en ce moment, au travers des débats, il y a un texte qui vient de passer à l'Assemblée nationale et maintenant au Sénat sur la sécurisation des aides, notamment issues des fonds issus de l'étranger. Donc, on a... là encore, au travers de ce texte, un dispositif qui montre que on commence à rentrer dans le détail et qu'on voit qu'il existe encore dans le secteur associatif des domaines dans lesquels il est encore besoin de sécuriser. Donc on a, et la problématique des fonds issus de l'étranger est un vrai sujet. On ne peut pas d'un côté travailler sur le blanchiment et agir énormément sur le blanchiment comme on le fait de manière générique sur l'ensemble des entités et ne pas aussi s'intéresser à ce sujet aussi important justement que la sécurisation des fonds issus de l'étranger pour le secteur associatif. Donc là on a un sujet d'abord d'actualité qui montre à nouveau que le débat de la sécurisation et de la transparence dans le secteur associatif et là en l'occurrence aussi culturel et prégnant. Et puis, je le disais tout à l'heure, le deuxième, là, l'axe vraiment d'ouverture, c'est que il y a une vraie attente très forte de l'environnement sur la qualité et le volume de l'information financière communiquée par les associations vis-à-vis de ceux qui les financent, qu'ils soient encore une fois subventionnaires ou donateurs. On voit bien que les donateurs, au-delà de la vérification de la bonne utilisation des fonds, sont intéressés sur l'efficacité du don, donc attendent de plus en plus d'informations et d'une information de plus en plus fiabilisée et certifiée. Et donc là, on a tout un champ à travailler, notamment sur la dimension extra-financière et la façon dont on peut justement nous certifier ou attester ces données au bénéfice indirect de l'association, puisque plus elle rassurera ses donateurs, plus elle obtiendra des dons, plus elle mettra en valeur aussi son projet associatif, son projet sociétal, et donc c'est gagnant-gagnant. On va conclure là-dessus. Merci Yannick Olivier d'être passé sur le plateau de la matinale. Avec un grand plaisir. À bientôt Arnaud. On poursuit la matinale du monde du chiffre avec Guillaume Proust, président de la commission innovation de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Et on va parler de l'INEST qui recrute sa deuxième promotion de start-up. Guillaume, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour débuter cet entretien, rappelez-nous ce qu'est l'INEST. Alors INEST, c'est l'accélérateur de la profession du chiffre, l'accélérateur des experts comptables, qui a pour objectif de découvrir les pépites qui vont permettre aux experts comptables de se transformer encore plus vite. Alors vous recrutez la deuxième promotion donc, de start-up. Comment va se dérouler la sélection ? Alors la sélection va se dérouler jusqu'au 15 mars avec un jury composé d'experts comptables, de partenaires de la profession du chiffre, mais également de financeurs, de fonds d'investissement qui sélectionneront 5 candidats
qui seront retenus et annoncés à partir de mi-avril pour que la profession les accompagne pendant 8 mois jusqu'à fin décembre de cette année. Sur la base de quels critères, par exemple ? Alors les critères seront aussi variés que ceux de l'innovation, que ceux de la possibilité aux experts comptables d'évoluer avec de nouveaux outils, de s'adapter en fait à un monde en mutation autour de sujets aussi variés que en effet les sujets de production, des sujets compta-tech, des sujets legal-tech, pour utiliser des termes repris par les startups, des sujets qui peuvent concerner l'organisation, des sujets qui peuvent concerner les RH, des sujets liés au financement, à la sécurité, à différentes thématiques, qui sont ceux qui intéressent aujourd'hui notre profession. Et concrètement, les startups pitch et les dossiers, comment ça se passe ? Alors, vous avez un dossier à remplir que vous trouverez sur Internet, sur inest.fr ou par les réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn. Vous postulez, l'entreprise postule, la start-up postule, et ensuite, elle passera devant un jury à partir du 15 mars. Alors, une fois que ces startups sont sélectionnées, qu'est-ce qui se passe ? Alors, une fois que ces startups sont sélectionnées, elles vont être accompagnées de manière active pendant 8 mois par des mentors qui vont spécifiquement les écouter, qui vont spécifiquement organiser leur inclusion dans le monde du chiffre, dans le monde des experts comptables. Vous aurez également un certain nombre d'ateliers très pratiques avec des financeurs, avec des spécialistes de l'humain, avec des spécialistes du marketing, différentes thématiques qui vont permettre à ces startups de comprendre comment fonctionnent les experts comptables, comment rentrer dans cet écosystème pour que leurs services, leurs produits correspondent au mieux à notre profession, à nos besoins, pour réaliser ce qu'on appelle des POC, c'est-à-dire faire des tests et se rendre compte qu'en effet, le besoin doit être orienté en priorité sur tel ou tel sujet, leur permettre de transformer et de réussir leur business demain. Donc il y a un vrai accompagnement de la part de l'INEST. Il y a un vrai accompagnement actif, en effet, avec une présence lors de congrès, avec des accompagnements très précis, de bêta-testeurs également. Vous avez 250 bêta-testeurs qui vont permettre de donner des retours à ces startups qui auront été sélectionnées. Guillaume Proust, merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Merci Arnaud pour votre invitation. À très bientôt. On continue cette matinale du monde du chiffre et on va parler fraude en matière de paiement avec Bertrand Gaudin, chef des opérations et expert fraude chez IBAN First. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, quels sont les risques en matière de fraude auxquels on peut être confronté ? Alors le risque principal sur la fraude, ça va être forcément une perte. En cas de fraude sur un paiement, c'est très dur de récupérer l'argent derrière. Quand on a une fraude et que le paiement part au mauvais endroit, on peut avoir une perte du montant du virement. Donc c'est des très gros montants qu'on peut avoir en termes de perte. Il est très important d'avoir les bons gestes au préalable pour éviter d'avoir un maximum de fraude. Et également, quand la fraude, on se rend compte qu'il y a une fraude, il faut réagir très très vite pour essayer de limiter la casse, entre guillemets, ou en tout cas de récupérer ce qu'il est possible de récupérer au plus vite. Alors un mot sur IBAN First pour expliquer ou de quelle manière vous intervenez en matière de paiement. Ouais, donc IBAN First, c'est un établissement de paiement qui est spécialisé dans le paiement international. Donc on est actif depuis 2013. On a des bureaux en France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne. On a en termes de chiffres à peu près 5000 clients. On a levé environ 50 millions en France auprès de fonds de capital risque, dont la BPI, mais aussi de business angels comme Xavier Niel. L'année dernière, on a dû faire à peu près 16 milliards d'euros échangés en termes de volume. Donc ça commence à être assez conséquent. On est plus de 200 personnes. Et donc nous, notre cible clientèle, c'est tous les clients qui vont faire vraiment du paiement à l'international, donc ont des besoins en devises. Toute entreprise qui a des fournisseurs à l'étranger ou alors même des filiales à l'étranger va avoir des besoins en devises, donc de gérer le change qui est lié. On essaie par rapport à la banque traditionnelle, nous, d'apporter une expertise technologique en plus, notamment une transparence au maximum, donc sur les marges,
aussi sur le paiement. Typiquement, là, le mois dernier, on a sorti un tracker du paiement, donc un suivi qu'on peut avoir comme sur un colis qu'on va se faire livrer, ou alors aujourd'hui sur la nourriture qu'on a pour le déjeuner. Voilà, on ne l'avait pas sur le paiement, ce qui est assez bizarre quand même, parce que finalement c'est dématérialisé quand même le paiement, alors qu'on arrive à l'avoir sur les marchandises physiques. Donc là, on l'a sorti, nous, sur le paiement, donc vous pouvez savoir quand vous faites un paiement, et le transmettre aussi à votre fournisseur, mon paiement, il est parti à telle date de la première banque, et comme sur un paiement international, il y a plusieurs banques, on sait à quel moment il est passé par telle banque et à quel moment il est arrivé chez son fournisseur. Et ces trackers permettent, par exemple, d'identifier des cas de fraude? Alors, c'est intéressant quand il y a une fraude, en fait. Pour la réactivité sur la fraude, c'est important parce qu'en fait, à ce moment-là, on va savoir que notre fournisseur a reçu l'argent. Si on le contacte et qu'il nous dit non, j'ai pas reçu l'argent, en général, il y a un échange où on perd du temps finalement. On va essayer de contacter sa banque, savoir ce qui se passe, on comprend pas très bien. Mais finalement, si on regarde sur le tracker avec notre fournisseur, on peut dire nous, l'argent, il est bien arrivé. Soit vous l'avez pas et on a un souci, il y a quelqu'un qui s'est mis au milieu, c'est pas le bon compte, il y a un problème. Soit finalement, mon fournisseur a de mauvaise foi. Mais au moins, on est sûr ici. Et donc, on peut réagir plus vite. Sachant que c'est assez clé de plus en plus, les paiements ils sont rapides maintenant, on a du paiement instantané en Europe, à l'international on peut avoir des paiements qui vont mettre moins d'une heure, donc finalement aller gagner quelques heures ici, ça nous permet de pouvoir essayer de rattraper l'argent avant qu'il soit dispersé par les escrocs. Alors quels sont les bons réflexes à adopter pour éviter de tomber dans un piège, dans un cas de fraude? Alors ça va dépendre un petit peu du type de fraude, on a quelques familles de fraudes, il y a un peu des modes dessus aussi, typiquement la fraude au président, on l'a beaucoup vu à la fin des années 2010, où quelqu'un se faisait passer pour le président de la société en demandant de faire un virement. Ce qu'on a pas mal en ce moment, c'est les fraudes sur les modifications de coordonnées bancaires. Donc vous avez l'impression de recevoir un mail de votre fournisseur qui va vous dire j'ai fermé mon compte, j'en ai ouvert un nouveau pour une bonne raison. Et en fait, en regardant bien, c'est pas le fournisseur qui nous écrit, c'est justement une personne qui a réussi à se mettre au milieu, soit par exemple en compromettant la boîte mail de notre fournisseur, soit en récupérant un moment un mail qu'il n'était pas supposé avoir. Et là, il va essayer juste de faire payer les prochaines factures sur un nouveau compte. Est-ce que c'est du phishing, par exemple? Oui, tout à fait, ouais, exactement. Et donc à ce moment-là, ce qu'il est important de faire, c'est de vérifier pour toute modification d'un compte bancaire ou un ajout d'un nouveau compte, il faut bien vérifier qu'on est bien avec l'interlocuteur qu'on connaît. Donc pour faire ça, on peut regarder d'abord le nom de domaine du mail, donc tout ce qui est après le arrobas. Typiquement, si on a le nom de la société avec qui on travaille habituellement et que tout à coup on a un mail qui vient d'un @gmail.com, là on peut se poser des questions, pourquoi il y aurait ce type de mail-là qui nous écrit. C'est un bon indice. Exactement, ça c'est un premier indice qui est important et en fait dans beaucoup de fraudes qui sont moins sophistiquées, le nom de domaine il n'est pas changé. Quand la boîte du mail du bénéficiaire est bien compromise, dans ce cas-là, il peut aussi servir du nom de domaine. Là, ce qu'il fallait faire, c'est vérifier. Donc, le mieux, c'est de rappeler le fournisseur, typiquement de reprendre un mail qu'on a reçu de notre fournisseur il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Pas un mail récent, parce qu'il est peut-être déjà compromis, mais sur des vieilles coordonnées qu'on avait. On appelle pour confirmer. Si on reconnaît la voix, c'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours le cas. Ou sinon, on essaie de voir si on a quelqu'un d'autre dans la société qu'on peut contacter. Si on a des boucles de mail avec plusieurs personnes, on peut vérifier si la demande est inhabituelle. Donc comme ça, on a plusieurs indices concordants pour Exactement. nous dire ou pas si c'est un cas de fraude. Exactement. Pour aller compromettre toute la boîte mail de tous les employés, les numéros de téléphone, c'est beaucoup plus compliqué. C'est toujours possible dans les faits, mais en réalité, on ne le voit pas. On va conclure là-dessus. Merci Bertrand. Je vous en prie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de la matinale du monde du chiffre.